Émission Entretien de Vox, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro. Invité du jour, monsieur Joseph Noumazala Ilunga. Il est président du conseil départemental de la Likwala. Dans cette émission, nous allons parler du potentiel économique de ce département. Et puis, on va aborder quelques questions justement liées au développement local. Monsieur Joseph Noumazala Ilunga, bienvenue dans cette émission. Merci. Bonjour. Alors, depuis 2022, vous avez été hissé à la tête du conseil départemental de la Likwala, et c'était juste après les élections législatives et locales. Alors, quel sens donnez-vous à cette responsabilité? C'est une chance énorme. En tout cas, de mon point de vue, c'est un devoir, un exercice énorme, une chance énorme qui nous est donnée d'apporter des solutions dans ce département-là. Pour moi, c'est une grâce. C'est comme ça que je le vois. Et pourquoi une grâce? C'est une grâce parce que le peuple de la Likwala est incompris. Le département est en souffrance. C'est un département qui est dans l'extrême nord, qui fait 66 000 km², 355 000 habitants. C'est un département qui est 3 fois grand comme le Rwanda, 6 fois comme le Liban. C'est un pays dans un pays, c'est un véritable carrefour avec la RCA, la République démocratique du Congo. Lorsque vous avez des épidémies ou des guerres, les gens se replient dans la Likwala. Donc, c'est un département qui est généreux, mais qui n'a pas le sentiment d'avoir en retour cette générosité. Donc il y a une grande souffrance. Lorsque vous vous rendez compte de l'étendue vaste de ce département, est-ce que vous sentez que c'est une lourde responsabilité, un défi énorme à relever? Ce n'est pas la taille du département qui fait la lourdeur de la difficulté. La difficulté, elle est là parce que la Likwala est doublement enclavée. Parce que quand on dit qu'elle est enclavée, en réalité, le mot est faible. Nous sommes doublement enclavés, c'est-à-dire l'accès au département est difficile, la circulation à l'intérieur du département est difficile. Qu'il soit un peu plus petit ou un peu plus grand, c'est pas ça qui rend le problème plus difficile à résoudre. Hein, c'est comme ça. Là, vous venez déjà de décrire l'état de santé de votre circonscription administrative, et puis dès votre prise de fonction, quel a été vraiment votre axe de travail? Moi, j'ai envie de dire la chose suivante, pour qu'on se comprenne bien. Vous ne pouvez pas faire une réflexion dans un département aussi vaste sans entreprendre un vaste programme d'état des lieux, de la situation du département avant de vous lancer. Donc, on avait besoin de faire le point. Et d'entrée de jeu, j'ai demandé l'assistance du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Et tout le monde ne comprenait pas cela, hein, parce que pourquoi faire un plan, ça sert à quoi? Parce que on voit pas l'intérêt. Et nous avons donc commencé à travailler avec le PNUD en 2023. Et ce n'est qu'en juillet 2024 que nous avons adopté finalement notre PDL, le plan de développement local. Ce plan nous a permis, si vous permettez, d'identifier parmi les griefs dans le département, c'est là votre question, 4 axes. Il y a évidemment la gouvernance qui n'est jamais suffisante, qu'il faut toujours renforcer. Il y a les activités génératrices de revenus pour que le département puisse un peu se développer, s'enrichir. Vous avez toute la partie concernant, en 3e lieu, les activités sociales, les écoles, les hôpitaux, etc. Et puis enfin, le problème épineux de l'enclavement qu'il faut prendre à bras-le-corps. Donc voilà ce qui nous a permis de faire un état des lieux et à partir de là, d'avoir une réflexion prospective pour voir comment on pouvait développer le département. Alors, votre collaboration avec le PNUD, donc le Programme national de développement, il y a un partenariat qui a été signé avec l'État congolais, justement pour vous doter d'un plan de développement local. Et à ce jour, qu'est-ce qui a été déjà fait? Mais écoutez, à ce jour, on a fait le PDL. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est énorme. C'est énorme. On n'a jamais eu un plan. Il y a eu des plans qui ont été faits, mais là, le PDL, le plan de développement local, c'est un document qui doit faire à peu près 150 pages. Il y a eu des enquêtes. Nous avons fait des descentes sur le terrain. On a interrogé tout le monde par catégorie, les femmes, les enfants, les peuples autochtones, pour que chacun s'exprime.
Donc aujourd'hui, nous avons un document qui est une feuille de route. Hein, bon, on aurait pu avoir d'autres analyses, mais celle-là nous semble pertinente. Nous avons travaillé ce document avec le PNUD, à la fois à Brazzaville, à Imfondo, avec des experts internationaux. Nous avons échangé. Et je voulais juste dire une chose très importante en ce qui concerne la gouvernance. Parce que quand on parle de gouvernance, on a l'impression qu'il faut simplement renforcer les capacités, former les cadres, mettre des ordinateurs pour être un peu plus moderne. Et moi, je me suis rendu compte que c'était insuffisant. C'était insuffisant parce que la vision, ce document nous a permis de développer la vision. La vision, ce n'est pas désenclaver, mettre simplement le bitume dans le département. Nous pensons que notre rôle, c'est de réduire la pénibilité de la vie de nos concitoyens. Voilà, c'est ça notre devoir, notre travail premier, c'est celui-là. Vous avez dit que le département de l'Iguala est en souffrance et nous savons que pour désenclaver un territoire ou une partie territoire du pays, il faut des infrastructures de base comme le secteur de la santé, de l'éducation. Ma conviction personnelle, comme disait le professeur Kizerbo, on ne développe pas un peuple, il se développe lui-même. Il faut lui donner les moyens de son développement. Si vous alignez des infrastructures bout à bout, en espérant qu'au bout d'un certain moment, on atteigne une masse critique et le développement jaillit, on a tout faux. Il faut accompagner les populations pour qu'elles s'approprient ce phénomène de développement. Aider la Likoala, c'est donner la possibilité à chaque collectivité de résoudre les problèmes qui se posent à elle là où elles se posent. Comme disaient les militaires, un homme, une mission, des moyens. Il faut leur donner... Et concrètement, les problèmes que vous avez identifiés, c'est dans quel secteur précisément? Alors, mais les problèmes que nous avons identifiés, ce sont des problèmes économiques. Je vais vous dire, on n'a pas d'eau potable. Nous avons 240 villages, 45 communautés. D'accord? On n'a pas d'eau potable. Nous n'avons pas d'électricité. On ne peut pas faire le développement sans électricité. Je vous ai dit, la circulation est difficile. Un accès difficile. On a un accès par le fleuve qui est ensablé 6 mois sur 12. Vous avez la route, il faut traverser le pont ou le bac, si vous voulez, à Pokola, Wesso. Hein. Et puis, ben, les avions, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment d'activités, la rentabilité de ces activités économiques n'est pas assurée. Si vous avez des avions à Imfondo, et ça ne permet que de prendre les gens d'Imfondo pour aller à Brazzaville, alors que ceux qui sont un peu plus loin ne peuvent pas accéder à Imfondo, vous pouvez jamais rentabiliser une activité de ce genre. Alors, Monsieur Noumazalaï, lors de la deuxième session du conseil départemental focalisé sur les enjeux du développement local, puisqu'on en parle déjà, vous avez annoncé la mise en place des comités de gestion de développement communautaire dans chaque village pour promouvoir l'agriculture. Quels résultats avez-vous récoltés une année après? Écoutez, vous savez, il faut du temps pour que les gens comprennent l'intérêt de telle ou telle décision. Alors, revenons un petit peu en arrière. Oui. Les CGDC, les conseils de gestion des collectivités, c'est pas mon invention. C'est un décret de 2013. Un texte formidable. Ce texte dit ceci, que toutes les collectivités peuvent s'organiser dans une association, genre association de loi 1901. Mais la grande particularité de ce texte, c'est que cette association, elle est munie d'un exécutif, elle a un organe de contrôle et un organe de régulation. Et tous les membres du village, sans exclusif, sont membres de cette communauté. Moi, je vais le traduire autrement. Si vous faites une CGDC, ça ressemble à une start-up. C'est une petite société où tous les membres du village sont des actionnaires avec des porteurs de parts nulles. Mais ils ont la possibilité de virer le staff si jamais ils sont pas satisfaits de leurs prestations. C'est énorme. Ça veut dire que, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions 240 villages, 45 quartiers dans toutes les villes de la Likoala. Ça fait un potentiel de 285 CGDC. Donc 285 start-up entreprises qui pourraient faire décoller d'un seul coup le département de la Likoala si on leur en donnait les moyens. Il faut les aider à installer, au moment où je vous parle, nous en avons placé 55. Il faut du temps pour qu'on explique
déjà aux Combien de conseillers. temps? Combien de temps? Ben, ça nous a pris, parce que ça coûte de l'argent, hein, d'aller. Mais depuis que ces comités de gestion communautaire, Ils s'organisent, ça fait plus d'une année déjà que ça a été mis en place. Un peu moins. Un peu moins? Oui, un peu moins. Nous souhaitions arriver à créer, parce qu'il faut faire une assemblée générale. Il faut les appeler. Il faut aller à la préfecture pour les inscrire. C'est 15 000 francs par CGDC. Ça nous coûte de l'argent. On n'a pas cet argent. Donc, on y va vraiment tout doucement. Est-ce que vous recherchez les moyens? Bien sûr, on recherche les moyens. Je vais vous prendre le paradigme du cric. Et vous, si vous avez eu un jour à changer un pneu, c'est des choses qui nous est tous arrivées. Vous mettez un cric pour soulever le pneu, pour le sortir. Bon, mais en réalité, quand vous mettez un cric, vous soulevez, c'est toute votre voiture que vous soulevez pour pouvoir enlever le pneu. Ce CGDC-là, dont je vous parle, c'est le même effet qu'un cric. C'est-à-dire, imaginez que, comme je vous ai dit, chaque village, c'est comme une start-up. Vous leur donnez des infrastructures, par exemple, pour faire de l'élevage, pour faire de la volaille, pour faire de la pisciculture, pour faire du tilapia, etc. Si on le fait de façon systématique dans tous les villages, on peut générer entre 15 et 20 milliards qui vont directement être adressés par les populations. C'est pas de l'argent qui va passer par le conseil pour repartir. C'est de l'argent qui sera géré directement par ce staff de la CGDC. C'est donner la possibilité à ces populations de régler les problèmes qui se posent à eux, là où ils se posent à eux. Comment on va le faire? Est-ce que vous craignez que vous terminez votre mandat sans aboutir à mettre en place ou à réaliser ces projets? Est-ce que vous craignez ça? Je n'ai aucune crainte. Moi, je suis pas allé là-bas avec des craintes. Je suis allé là-bas avec la ferme conviction que j'ai un devoir à accomplir. Mais puisque aujourd'hui les financements vous bloquent? Non, les financements ne bloquent pas. C'est vous qui affirmez cela. Vous avez dit que vous avez des problèmes de Non, financement. on n'a pas suffisamment de financement pour aller au rythme que l'on souhaiterait. Oui. OK? Nous avons fait le PDL. Le PDL a sorti 330 projets. On a besoin de 500 milliards pour faire émerger la Likwala. Bon, nous avons fait un PIP, un programme d'investissement prioritaire, et on a limité à 10 projets. Et comment vous espérez avoir ces 10 projets, s'il vous plaît, 10 projets. Allons-y pas à pas, je vous en prie. 10 projets. Et nous sommes tombés à 49 milliards sur les 3 ans. Cette année, on a besoin de 24 milliards. OK? On va les obtenir comment? Vous savez, si vous voulez créer une entreprise, vous voulez faire l'équivalent de Vox TV. Hein, je vous donne l'exemple. En tant qu'entrepreneur, ben, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est de faire un business plan pour voir si votre projet est bancable, faisable et profitable. Ça, c'est le premier problème. Quand vous avez démontré que votre projet est profitable, à ce moment-là, vous cherchez les financements. C'est deux choses différentes. Vous êtes certainement un père de famille. Vous avez remarqué que quand on arrive en début d'année, en octobre, vous avez souvent des parents qui vous disent, c'est la rentrée, hein, on a besoin de payer les cahiers des enfants. Si vous demandez, vous avez besoin de combien? Oh, tout ce que tu peux donner, tu donnes. Mais si vous n'êtes pas capable d'exprimer exactement vos attentes, ne vous attendez pas à lever des financements. Donc, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, nous avons rédigé un document qui nous permet de dire avec précision ce dont nous avons besoin. Ça n'a jamais été fait. À partir de là, on est en train de faire des études de faisabilité pour démontrer, et je vais vous expliquer comment, la profitabilité des projets que nous voulons mettre en œuvre. Et c'est là que nous aurons des financiers. Je vous donne un seul exemple pour que vous compreniez où je veux en venir. Si je prends le cacao, la Likwala produit 1000 tonnes de cacao par an, de très mauvaise qualité qui n'est pas industrielle. Le cacao, pour votre information, c'est la fermentation et c'est le séchage. Si vous fermentez mal, vous séchez mal, une des deux étapes, votre cacao n'est pas vendable. Donc nous avons 1000 tonnes par an qui est de mauvaise qualité et qui coûte cher. Si aujourd'hui, nous arrivons à aménager 1 kilomètre de voie de part et d'autre des routes de la Likwala, nous avons 800 kilomètres. Nous pouvons obtenir 160 000 hectares et consacrer la moitié pour faire le cacao parce que le cacao est une valeur refuge. Lorsque vous plantez le cacao en sous-bois, les populations ont peur de mettre le feu. Or aujourd'hui, pour vivre, les populations dans la Likwala ont l'habitude de faire la culture sur brûlis. On fait 2 hectares. Au bout de 3 ans, le sol est pauvre, on change. Et à cette allure, dans 10 ans, la Likwala va perdre 200 000 hectares de forêt. Donc, il faut légiférer. Donc, je reviens. Si on aménage, suivez mon regard, 1 kilomètre à gauche et à droite d'une voie, et que dans le sous-bois, on mette des champs de cacao, nous allons nous retrouver avec 80 000 hectares de cacao. Nous deviendrons le premier producteur de cacao dans la sous-région.
Donc vous voyez, si vous arrivez à démontrer que vous avez des projets qui sont bancables, qui sont rentables, vous aurez des financements qui vont suivre. Donc vous voudrez dire que vous allez pour avoir les moyens pour mettre en œuvre tous ces projets, vous comptez sur des partenaires étrangers? Des partenaires privés. Privés, étrangers ou congolais. Oui. Nous, on n'a pas de soucis. Hein, on a besoin de partenaires, mais ces partenaires, il faut sécuriser leur investissement. Dans le cas du cacao, par exemple, je vais vous dire, parce que les expériences ont été faites. Vous avez des sociétés comme Likwala Timber qui ont essayé de faire du cacao vers Bétou. La difficulté, c'est quoi? Vous tombez sur un paysan qui vous dit « cette terre m'appartient ». Ce sont les terres que nous avons de nos ancêtres. Vous aidez le paysan à aménager le terrain et vous lui dites « bon, je vais t'acheter le cacao à un tarif préférentiel ». Il vous vend la première année. Mais la deuxième année, il change. Il dit qu'il y a un autre acheteur, moi je vous vends plus. Vous comprenez pourquoi ça freine? Comment voulez-vous qu'un investisseur vienne mettre son argent s'il n'a pas la garantie qu'il va pouvoir continuer à travailler avec vous les années qui suivent? Il faut qu'on arrive à garantir les investissements. Il faut qu'on arrive à sécuriser ces investissements-là. Il faut qu'il y ait une garantie décennale. Quelles sont déjà les démarches que vous avez menées? Est-ce que vous avez déjà écrit au gouvernement pour vous aider dans ce sens? Je vous ai dit, nous avons identifié, si vous voulez bien, on va revenir là-dessus, 10 projets. Et sur ces 10 projets-là, nous sommes en train de faire l'étude de faisabilité. OK? Et c'est à l'issue de cette étude de faisabilité que nous allons pouvoir lever les financements. Donc, toute cette année 2025, pour nous, va être consacrée à ça. Dans notre budget de 2025, 500 millions pour faire les études. Il faut qu'on arrive à avoir 285 CGDC le plus vite possible. Ça, c'est la première priorité. Si vous arrivez à mettre de l'eau potable, faire de l'eau pour tous dans les villages, vous avez réduit déjà le problème de santé de ces gens-là parce que l'eau, c'est la vie. Maintenant, on va leur doter des infrastructures. On va les aider à avoir des fermes, d'avoir des systèmes d'élevage, par exemple, de poissons en milieu naturel. C'est plus sain, d'accord? Pour qu'ils deviennent des producteurs, hein, de volailles, de poissons, etc. Maintenant, si vous faites de la volaille, hein, je vous mets ça pêle-mêle, donc il nous faut une usine d'aliments de bétail. Ça, c'est un deuxième projet. Nous avons également le projet sur l'électricité. La Likwala a besoin de 30 mégawatts. 30 mégawatts pour résoudre ses besoins. 50, ce serait bien, mais 30, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, si vous mettez une éolienne, vous voyez les éoliennes, elles font 150 mètres d'eau. Une éolienne, c'est 4 mégawatts au minimum. On a des éoliennes qui vont jusqu'à 25 mégawatts. Et le mégawatt actuellement en Europe est à 1 million d'euros. Rendu au Congo, ça fait à peu près 1 milliard, avec le transport et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, en d'autres termes, nous avons besoin de 30 milliards pour résoudre les besoins énergétiques de la Likwala. In fondo, nous avons une centrale mixte qui est censée fonctionner au gasoil et aux panneaux solaires. Pour l'instant, il n'y a que le gasoil qui fonctionne. Cette centrale a coûté 23 milliards pour produire à terme 6 mégawatts. Mais aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas les paraboles, il n'y a que la partie hydraulique qui fonctionne, qui produit 3 mégawatts. C'est très insuffisant. Largement insuffisant. In fondo n'est pas une ville industrielle. Il n'y a pas de forestiers là-bas. Donc, les gens qui paient le courant, comme moi, ce sont des administratifs, des gens qui travaillent là-bas, des petits commerçants. Nous sommes 1000 contribuables. Nous payons, moi je paye tous les mois 20 000 francs pour avoir le courant de 18h à 22h. Ça fait 2 millions de recettes qui rentrent tous les mois pour caresser. Dans le même temps, ces mêmes machines consomment 1000 litres de gasoil à l'heure. Le gasoil, je vous le rappelle, est à 650 francs. Donc, rien qu'en une journée, faites le calcul, 650 multiplié par 4, on a 2,4 millions. Donc, on n'arrive même pas à satisfaire avec l'argent qui rentre en un mois, le besoin de gasoil en un jour. Donc, ça veut dire que ECAREC est constamment en train de chercher de l'argent pour financer le gasoil. In fondo est une ville industrielle qui ne produit rien. Vous mettez une infrastructure comme ça et vous n'avez aucun moyen de le rentabiliser. Pour l'instant, les machines sont neuves. Mais quand elles vont vieillir, si on n'arrive déjà pas à payer le gasoil, comment on va payer les pièces de rechange? Vous voyez? Donc, je dis qu'il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on commence à mettre l'énergie là où vous avez une demande solvable. C'est-à-dire, là où nous avons d'abord les forestiers, Egnélé, Bétou, Mokabi, Tanri. Là, vous avez des sociétés qui ont besoin de courant. Au moment où je vous parle, Likwala Timber a arrêté son activité parce qu'ils n'ont pas de gasoil. Donc, les gens sont au chômage technique. Il n'y a plus de production. Ils vont plus payer de taxes parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Donc, ils ont besoin de 3 mégawatts. Si vous leur mettez toutes ces villes dont je vous parle, ils ont besoin de 3 mégawatts. Si vous leur mettez une éolienne qui produit 4 mégawatts,
n'est-ce pas? Nous avons 3 mégawatts qu'on peut vendre à ces sociétés forestières et rentabiliser les investissements, parce que eux ont les moyens de payer leur courant, et le solde qui reste, on le distribue aux populations. Ça s'appelle le partenariat public-privé. Voyez-vous, il faut aussi avoir des business models innovants. Si on fait un barrage, par exemple, sur la Libenga, dans la partie nord de la Likwala, il faut faire des études d'impact. Nous avons d'impact environnemental. Oui, nous avons des tourbières, nous avons des choses comme ça. Si demain vous faites un barrage et que toute la zone est inondée, comme c'est à la Léfini, je ne sais pas si vous avez fait un tour à la Léfini, vous avez pu faire voir un peu les dégâts suite au barrage que nous avons. J'y ai été déjà. Bon, mais c'est la même chose qui risque d'arriver dans la Likwala si on fait un barrage. C'est pas une solution qui est acceptable. Si vous faites les panneaux solaires, c'est très bien. Le problème des panneaux, c'est que on a des mauvais comportements chez nous. Il y a des gens qui vont voler les panneaux. Donc, il faut la surveillance. En ce qui concerne les panneaux solaires, le ministre du partenariat, chargé du partenariat public-privé, a réuni les élus de la Likwala récemment. J'étais là. Moi, justement, réuni les élus, vous étiez là aussi également. Et on est sur le point de solliciter la société Bibox. C'est pas une publicité, mais nous sommes dans la réalité. Oui. Bibox, pour installer les panneaux solaires, c'est pour améliorer justement la situation sociale, la situation quotidienne des populations pour l'électricité dont vous parlez. Est-ce que vous êtes favorable pour l'installation des panneaux solaires? Écoutez, vous le dites bien, c'est pour régler les problèmes sociaux ponctuels. Oui. Hein, j'étais là. Donc c'est un panneau solaire. Vous avez quelques lampes pour l'électricité et puis vous avez la possibilité de charger votre téléphone. Mais c'est pas une solution pérenne. C'est juste pour aider sur le plan social. En faisant attention, c'est ce que j'ai dit à Monsieur le ministre, j'ai dit, votre estimation du nombre de familles dans la Likwala n'est pas juste. Hein, on me parlait de 10 000 familles. Nous avons 70 000 familles. Oui, si vous donnez un projet pilote. S'il vous plaît, vous faites un projet pilote. Oui. Donc ça veut dire que il y a une famille sur les 7 familles qui va recevoir le kit. Il y a 6 familles qui l'auront pas. Si après le pilote, on n'a pas prévu comment on va leur amener le solde, ça risque de créer beaucoup de frustration. Ok? Donc, avant même de lancer ce projet, il faut penser à ça. Mais quoi qu'il en soit, moi, je suis favorable. Je suis favorable, je vais vous dire, parce que l'offre crée la demande. Hein, le moment où vous allez mettre ce genre de solution, qui a fait ses preuves dans d'autres pays, ça va susciter une demande. Il faut être capable de satisfaire cette demande. Sinon, vous allez créer des frustrations. Mais, ça va aussi permettre d'aller au-delà, parce que ce n'est pas ce système-là qui va permettre à un soudeur de faire de la soudure. Ou ça va pas permettre à quelqu'un qui a une chambre froide de garder son poisson. Donc, il faut qu'on ait une production industrielle d'électricité en parallèle de ça. Ça, c'est une solution, juste comme vous l'avez dit, sociale. Quelle lecture avez-vous de l'économie verte? Parce que ça fait partie, c'est quand même une industrie importante. L'économie verte, rappelez-vous, le chef de l'État nous a appelés à la forestation, c'était l'année dernière à Kintele. Et ça fait partie des projets que nous avons également. Nous souhaitons planter 1 million d'hectares d'eucalyptus. Vous savez, les ménages congolais consomment 8 tonnes de charbon, de bois, par personne et par an. On peut avoir du gasoil, on peut avoir du gaz, mais vous n'empêcherez jamais la maman congolaise d'utiliser le charbon de bois ou le bois de chauffe comme valeur refuge pour faire sa cuisine. Donc, nous consommons 8 tonnes de charbon par personne et par an. Ça correspond à 17 000 hectares de bois anhydre, de bois sec. Vous comprenez? Donc, il faudrait planter 250 000 hectares d'eucalyptus pour résoudre le besoin énergétique des ménages congolais dans les 20 prochaines années. Donc, nous avons l'ambition, nous, dans la Likwala, de lancer un système de planting d'1 million d'hectares sur une dizaine d'années, 100 000 hectares par an. Ça créerait davantage d'emplois, évidemment, et ça irait dans le sens de l'économie verte. Pour votre information, la Likwala est devenue le point focal du PNUD en Afrique centrale. C'est-à-dire que notre activité, la vision que nous avons développée a été retenue par le PNUD du Tchad, le Cameroun, le Gabon, la RCA, la RDC. Nous sommes le point focal. C'est ce qui a été dit dernièrement par le PNUD. Donc vous voyez bien que la vision que nous sommes en train de développer, elle est très puissante. Il faut donner aux populations le moyen de pouvoir se réapproprier leur propre développement. Voilà toute l'action que nous menons dans le département. Puisque nous parlons du potentiel économique de la Likwala, nous voudrons savoir d'autres opportunités pour justement développer cette partie importante du territoire national. Les opportunités, vous avez évidemment le bois. Nous sommes à peu près à 520 000 tonnes de bois produits chaque année. Bon, mais nous avons également des
il y a des mines. Il faudrait qu'il y ait des études qui soient faites pour savoir où sont les mines. Vous avez, au niveau de la navigation, au niveau du fleuve Ubangui, énormément de potentiel. Voyez-vous? Donc, la Likola est un hub, naturellement un hub, c'est-à-dire une zone tampon, qui a vocation, si vous voulez, de desservir l'intérieur de l'Afrique. Vous voyez? Ça, j'y crois personnellement. Voyez-vous? Donc, c'est un potentiel énorme. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes à Guémena, vous voulez aller à Kinshasa, vous avez autant de difficultés que celui qui est à Imfondo qui veut aller à Brazzaville. Mais nous sommes beaucoup plus proches de Brazzaville depuis Imfondo que ceux qui sont à Guémena. Si nous arrivions, par un moyen quelconque, à faire en sorte que les gens de Guémena traversent par Bétou, se retrouvent à Imfondo, prendre l'avion pour aller à Brazzaville et repartir à Kin, on pourrait drainer des revenus. Je vous donne un autre exemple. En ce qui concerne les télécommunications. La Likola n'a pas de fibre optique. La fibre optique est partie de Brazzaville, a suivi la route nationale 2, en passant par Oyo, Makwa, arrivé dans la Sanga, et par Salo, on a contourné la Likola par l'ouest. On aurait pu faire autrement. On aurait pu tirer une dorsale dans le fleuve, de Brazzaville jusqu'à Bangui, et se raccorder. Vous remontez la Lima, vous remontez la Sanga, et on aurait drainé tout l'interland. Si vous mettez la télécommunication tout le long, c'est pas seulement les Congolais de notre pays qui vont consommer ce courant, mais il y a une grande partie de notre revenu qui vont venir d'en face. Moi, j'ai estimé ça à 4 milliards par an. C'est un manque à gagner parce que nous n'avons pas tiré cette fibre-là au moment où il fallait, le long de l'Ubangi. Le développement d'une localité, c'est pas seulement l'électricité, c'est pas seulement l'eau, puisqu'on en a évoqué. Il y a aussi les questions d'éducation. Qu'est-ce que le département fait? Oui, alors nous avons reçu de l'État le transfert de l'éducation et de la santé. Effectivement, vous faites bien de le souligner. L'éducation, c'est excessivement important. Nous avons plus de 23 000 enfants à éduquer. Vous savez, il y a un chercheur français qui disait dans les années 2000, il disait lorsqu'un gosse arrivait au CM2, il maîtrisait 2000 mots, cet enfant arrivait en terminale et il avait son bac. Nous, dans la Likola, ceux qui enseignent nos enfants, c'est ceux qui ont peut-être le BPC. Et souvent, ce sont des gens qui viennent d'en face de la RDC. On ne sait pas quel niveau ils ont. Avec cette façon de faire, nous n'aurons jamais d'ingénieurs, de médecins, de colonels qui seront issus de ce système de formation dans la Likola. Donc, c'est important pour nous de travailler dans ce domaine pour pérenniser l'avenir de nos enfants. Mais quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est des écoles où vous n'avez pas de toit. Les enfants sont là, quand il pleut, ils sont sous la pluie, sous le soleil. Ils n'ont pas de banc, de table-banc pour s'asseoir. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, nous sommes en train, je vous prends l'exemple d'Infondo par exemple, nous avons fait un plan pour aménager le lycée technique d'Infondo. Nous voudrions avoir un lycée technique moderne, avec internat, pour que tous les enfants de la Likola puissent venir se ressourcer là. Aujourd'hui, nous avons un semblant de lycée technique. Ils n'ont pas de courant. Et pourquoi un semblant? Ils n'ont pas de. Mais laissez-moi évoluer. Ça veut dire quoi un semblant? Mais un semblant, c'est que si vous avez une section électricité, vous n'avez pas de courant. Vous apprenez comment l'électricité? Excusez-moi. Vous êtes journaliste. Si vous faites une formation de journaliste, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Vous apprenez comment? Excusez-moi, ça me paraît. Hein? Bon. Ceux qui font la maçonnerie, ils n'ont pas de ciment, ils n'ont pas de briques. Il faut déjà leur mettre les moyens pour qu'ils puissent apprendre dans des bonnes conditions. Donc, si vous faites un lycée, vous avez une section électricité, il faut qu'il y ait des panneaux solaires pour qu'on leur donne le courant, pour qu'ils puissent apprendre. C'est quoi une résistance? C'est quoi un voltage? Hein, comment on calcule la DDP sur une résistance? Mais s'ils n'ont pas ça, ils le font comment? C'est théorique. Ça reste théorique. C'est pas bon. La maçonnerie, la menuiserie, on a du bois, mais ils n'ont pas de scie, ils n'ont pas de courant. Donc, il faut qu'ils aient ces équipements-là. Je vais chuter. Oui. On a fait un grand plan et nous sommes en train de faire des appels d'offres pour arriver à estimer le coût réel de ces investissements-là et trouver les financements auprès de tous les bailleurs qui sont dans le département de la Likola. Je crois que j'ai répondu à cette question. Et en matière de santé? Mais en matière de santé, c'est pareil. Quelle est la configuration? Mais la configuration, vous avez
vous avez à Imfondo, vous avez l'hôpital central d'Imfondo. Bon, on a les grands hôpitaux qui devaient être faits, mais au moment où je vous parle, il n'y a rien. C'est une zone, une vaste zone de chantier. Hein, les hôpitaux qu'on devait faire dans tous les départements, on devait le faire à Imfondo, mais pour l'instant, il n'y a rien. Il faut reprendre tous les travaux. J'ai confiance parce que j'ai discuté avec les Brésiliens, je crois, d'Asperbras, qui m'ont dit qu'ils devaient relancer les travaux. Donc, sur ce plan-là, je suis ravi, mais il n'y a rien. Nous avons des CSI, des centres de santé intégrés, à l'intérieur du département. Mais ces CSI ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour fonctionner. Quand vous arrivez, vous voyez les CSI sont envahis par les ronces, par les matitis. Hein, c'est des bâtiments, mais qui ne servent à rien. Et comment les habitants font pour se soigner? Ils font les chalinats, ils vont en RDC, en pirogue, ils traversent pour aller en RDC pour se soigner. C'est la réalité dans les Likoala. Une femme qui est en difficulté de couche, si elle prend la pirogue, elle peut crever dans la pirogue avant d'arriver à Imfondo. Moi, j'étais à Imfondo, j'étais à Epena, je revenais sur Imfondo. J'ai vu une dame sur une moto, hein, il y avait le gars qui conduisait, il y avait un type derrière qui tenait. La dame était quasiment en train de mourir et puis il fallait la tenir pour pas qu'elle tombe sur la route. Oui, parce que... Est-ce qu'on peut dire que la Likoala aujourd'hui, ça devient une urgence pour le gouvernement d'améliorer la situation sociale? C'est une urgence. Hein, vous faites bien de le dire, c'est une urgence, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Si vous ne posez pas bien les problématiques, vous n'aurez pas les bonnes réponses. C'est pour ça que j'ai dit en préambule, tout à l'heure. Hein, lorsque vous allez faire le corridor 13, c'est-à-dire vous prenez Pokola, vous arrivez à Tanry, Egnelé, Bétou. On peut mettre le bitume, c'est très bien, on en a besoin. Mais cette route ne va que faciliter la sortie du bois de la Likoala et faire rentrer plus facilement la bière camerounaise et centrafricaine. Mais aujourd'hui, les gens n'arrivent même pas à payer une boîte de sardines de 500 francs. En quoi ça va changer cela? Donc, il faut donner aux populations, comme je vous ai dit, un effet de levier, qu'ils arrivent à avoir des revenus qui vont leur permettre de prendre en charge leur famille, de se nourrir, de se soigner eux-mêmes, sans avoir de subventions. C'est ça tout l'effort qu'il faut faire. Je pense que c'est ça la priorité. Il ne faut pas se partir dans tous les sens. La priorité, c'est aider ces communautés à se prendre en charge. Monsieur Joseph Noumazalaye, nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. On a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de difficultés dans la Likoala. Est-ce que vous avez un autre plaidoyer dans ce sens? Moi, j'ai pas envie de parler de difficultés. J'ai envie de parler d'opportunités. La Likoala est une terre d'opportunités. Je vous donne un exemple. On n'a pas parlé de tourisme, par exemple. Hein, le tourisme. On a énormément de choses. Quand vous quittez Ouesso pour venir vers Tanry jusqu'à Egnelé, mais vous rencontrez des gorilles en chemin, des éléphants. Moi qui vous parle, j'ai fait plusieurs fois ce genre de rencontres. Imaginez qu'on puisse faire des circuits touristiques avec les peuples autochtones. Imaginez les peuples autochtones, vous les aidez à avoir des bases vies, hein, où ils deviennent apiculteurs parce qu'ils sont spécialisés dans le miel. Et en même temps, ils sont des guides touristiques. Vous faites une petite école, une infirmerie pour les aider. La Likoala est une terre extraordinaire de promesses. Moi, j'aimerais que les Congolais se disent, c'est pas au bout du monde. Il faut aller dans la Likoala. Nous allons créer les opportunités pour que les Congolais se réapproprient leur département. Donc vous êtes optimiste que la Likoala va sortir de son enclavement? La Likoala va devenir le hub, je vous dis, après le Kwilu, je pense que nous sommes le deuxième département économique, le poumon économique de ce pays, ça va être la Likoala. Merci, Monsieur Joseph Noumazalaye Ilunga, pour toutes ces informations que vous nous avez données en ce qui concerne le potentiel économique de la Likoala. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et prenez bien soin de vous.